souhaitais d'abord qu'on puisse avoir des explications sur les origines de cette guerre civile espagnole qui a secoué toute l'Europe. En février 1936, un front populaire prend le pouvoir en remportant les élections face à la droite. À ce moment-là, dès le mois suivant, dès mars 1936, un groupe de généraux se réunit à Madrid. Les révoltés nationalistes ont pris le contrôle d'abord du Maroc, bien sûr. L'armée professionnelle espagnole était installée. Franco a commencé à s'installer un peu comme le chef de la rébellion à partir du Maroc et a envoyé des émissaires pour contacter Hitler et Mussolini, qui, dès la fin du mois de juillet, ont envoyé des avions pour transporter les troupes espagnoles stationnées au Maroc. À ce moment-là, le gouvernement républicain a demandé l'aide des démocraties occidentales, et notamment de la France, où il y avait aussi un gouvernement de Front populaire. Dès le 20 juillet, le gouvernement en général a envoyé un message à Blum, enfin au gouvernement Blum, pour lui demander: nous avons un accord pour la fourniture d'armes, envoyez-nous rapidement des avions, des canons. Le gouvernement Blum a certes envoyé quelques avions, mais dès le 25 juillet a décidé de ne pas respecter cet accord commercial, et dès le 8 août a mis en place un strict embargo dans le cadre d'une politique de non-intervention qui a été décidée notamment sous la pression des Anglais. Malraux, lui, avait compris qu'il fallait intervenir tout de suite, qu'il fallait intervenir rapidement, envoyer des avions, des pilotes, etc., comme Hitler le faisait de son côté pour aider les nationalistes, envoyer des avions et des pilotes pour empêcher l'armée d'Afrique de débarquer. Et c'est pour ça que Malraux, après un voyage de reconnaissance en Espagne, est rentré à Paris fin juillet et s'est mis immédiatement à rassembler des avions, des pilotes, qui sont des mercenaires d'ailleurs, pour constituer ce qu'on a appelé l'escadrille Espagne, qui a commencé cette opération à Madrid aux alentours du 6 août. Alors, vous avez compris que cette soirée est organisée notamment autour de la publication de ce livre qui relate les coulisses du tournage de ce film, qui s'appelle Chant d'espoir, écrit par Anthony Cistero, qui est un sociologue de formation. Pourquoi M. Cistero a voulu écrire cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a conduit à le traduire? Anthony s'intéresse depuis longtemps au Malraux de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire cet autre Malraux qu'on connaît beaucoup moins que celui qui a laissé trace, le ministre, etc., le gaullisme. Bon. Et il y a un autre Malraux, effectivement, sur lequel travaille Anthony Cistero. Et moi, je travaillais sur Maxao, mais travaillant sur Maxao, évidemment, on s'est rencontrés donc, par l'association internationale André Malraux. Quelques mots donc pour rappeler que Malraux s'engage à fond pour la République espagnole dès, en gros, 1933-34. De septembre 36 à février 37, donc cette escadrille Espagne, ensuite Malraux, va fonctionner. Alors, elle n'est pas très efficace, effectivement, mais elle a quand même des interventions importantes. Dès février 37, l'escadrille arrête ses activités, puisque ce qu'il y a encore d'utilisable rejoint est intégré dans une armée régulière qui se constitue, l'armée républicaine espagnole. Malraux rentre en France, et très vite il écrit l'Espoir, et dit: je veux faire un film, parce que c'est quand même le cinéma qui va peut-être sensibiliser plus que mon livre, aider à la cause républicaine à réunir de l'argent, etc. Donc il faut faire un film. Le tournage commence entre juillet 38 et se termine en catastrophe en fin janvier 39, quand la pression des franquistes est trop forte, et ils sont obligés de quitter Barcelone. Anthony fictionnalise tout cela, un peu à la Maxao, mais pas seulement à la Maxao, il y a bien d'autres écrivains qui procèdent de la sorte. Et moi, plus je plonge comme ça dans des romans historiques, ou dans de l'histoire romancée, plus je trouve que, et c'est la grande conviction de Max Aub, qu'un roman peut approcher le réel autant
que des travaux d'historiens. Hein. Sachant que le réel, la réalité, elle est multiple, elle est différente dans chacun de nous, dans chacun de nos esprits en ce moment. Hein. C'est une construction en permanence mouvante, individuelle, collective de façon éphémère ou moins éphémère quand on a des projets communs, etc. Mais c'est quelque chose qui échappe tout le temps. J'aimerais parler des brigades internationales. Les combattants viennent des quatre coins, en tout cas des quatre coins de l'Europe. C'était une sorte de brigade internationale, la brigade d'Espagne. Bon, mais en même temps, c'est différent de l'histoire des brigades internationales qui sont des milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes aussi qui arrivent de partout, qui sont arrivés en quittant leur boulot du jour au lendemain, sans formation, avec quelques jours de formation à Albacete, mais le minimum du minimum, mal armés, etc. Ces gens-là se sont battus et c'est eux, les brigadistes, qui sauvent la situation à Madrid en novembre 1936. On était tellement honteux, nous, les gaullistes notamment, de l'occupation, de la complicité avec Hitler, etc., qu'il a fallu, à la Libération, reconstruire une histoire nationale qui a été l'histoire de la résistance française. Mais cette résistance, en fait, elle était internationale et internationaliste. Et le nombre de républicains espagnols dans les maquis, pourquoi elle n'est toujours pas connue? Parce que ça a été occulté. Mais moi, je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en apprendre, parce que maintenant il y a des générations d'historiens qui travaillent autrement, qui ont accès à d'autres archives, etc., sur ce qu'ont été les maquis. Franquisme a installé une chape de plomb sur l'histoire officielle, et que c'est à partir simplement du début des années 60, avec les historiens anglais, avec Luc Thomas, etc., que l'histoire de la guerre d'Espagne est devenue un peu universelle. Depuis, après la mort de Franco, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés, qui ont remis les choses en place en quelque sorte, mais aucun de ces livres n'a été traduit en France. Donc la guerre d'Espagne a besoin, même en France d'ailleurs, d'être revisitée en quelque sorte. Finalement, cette guerre d'Espagne n'a pas été digérée. Quelque part en Catalogne, puisque la Catalogne était par contre beaucoup moins, je dirais, parti communiste et beaucoup plus anarchiste. Et vous ne croyez pas que c'est une des conséquences de ce qui s'est passé là? C'est la conséquence de ne pas avoir bien digéré cette... de ne pas avoir fait ce qui a pu se passer dans certains pays, d'avoir réglé les comptes en fait. C'est sûr que en Espagne, le passé ne passe pas. 130 000 personnes encore dans des fosses communes, des fossés, des cunetas, etc., qui n'ont toujours pas de sépulture. Hein? Seulement 130 000 Dans la cartographie actuelle. Il y a une Internet, on tape fosse commune, on voit une cartographie à peu près 130 000. 60 000 bébés volés, 65 000, 70 000, c'est pas jusqu'à là. Bon, il y a un refus systématique des autorités politiques du pays de prendre cette histoire si terrible en charge. Partout en Europe, comme les effets de la Deuxième Guerre mondiale, les gens de ma génération, puisqu'on est les petits-enfants, avons encore des problématiques et il faut, à mon avis, pouvoir l'identifier, en parler, soigner la mémoire, parce que c'est la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, moi, personnellement, je retrouve des difficultés dans ma vie à avoir justement cette force de vie et des capacités de trouver des solutions, comme les gars qui ont fait des bombes avec des casseroles. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? Pourquoi on a un apprentissage a priori de la défaite? Pourquoi, dans ma génération, on se laisse bouffer par les gens qui nous bouffent? Parce que c'est vrai, moi je suis désolée, on est bouffé. Hein? Voilà. L'ennemi, il est moins visible que les nazis, c'est beaucoup plus difficile à voir. Et en plus, on a cet héritage d'un truc très profond qui te dit, à chacun son histoire, de toute façon tu ne peux pas. Tu vas encore perdre. Tu vas encore perdre, ou tu as blessé dans le passé, donc n'assume pas ta puissance, aie peur de ta force parce qu'elle peut détruire. Pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est mon papy qui a détruit, qui a tué, qui a eu trop mal dans son cœur de ça. Et moi, j'ai appris inconsciemment que
ma force de femme forte, puissante, capable d'agir dans la vie, de changer des choses, etc., doit être coupée. Et ça, c'est un apprentissage inconscient qu'on hérite. Et c'est un gros boulot de faire ce petit chemin et de dire, allez, eh ben maintenant... À nos casseroles. mais voilà.